qui est directeur général adjoint de la régie 366 de la PQR. Avec cet intitulé intriguant, annonceur, vos choix technologiques ont des conséquences. Vous pouvez nettoyer vos micros, peut-être, c'est comme vous voulez. Ça me paraît bien. Alors, c'est sûr qu'avec un titre pareil, Ça l'arsène ? Alors, comme vous pouvez le constater, on a autour de cette table un éditeur. Et donc... Celle-là. La flèche. Ok, merci beaucoup. Et donc, j'espère que dans la salle, il y aura au moins beaucoup de questions de ce point de vue-là. Alors, juste Smart, vous le savez, c'est une technologie militante de l'interopérabilité. On a beaucoup entendu ce matin, on parlait portabilité, interopérabilité, on a parlé Google Analytics et capacité à changer d'outils. Eh bien, de toute manière, de ce point de vue-là, il faut savoir que les choix technologiques aujourd'hui sont extrêmement engageants et que lorsqu'on parle de choix technologiques, c'est vrai finalement d'un éditeur ou d'un annonceur qui peut être un éditeur comme les autres, on a parlé retail, média, eh bien, dans le fond, qu'il s'agisse d'un outil de mesure, qu'il s'agisse d'un ad serveur, qu'il s'agisse d'un outil de donc mesure de DMP, de CDP ou même, j'ai envie de dire, de solutions technologiques de recueil de consentement, eh bien là, vous avez la panoplie des outils qui concernent à la fois des annonceurs, mais aussi des éditeurs, et sur lequel on s'aperçoit souvent que dans le cadre d'un stack technologique et d'une architecture qu'on met en place, eh bien parfois, c'est l'outil qui va choisir à votre place. Et que de ce point de vue-là, c'est très important de bien comprendre quand on choisit un outil, finalement, non pas de faire un espèce de marketing de la peur, qui est souvent un grand classique en parlant data leakage, en parlant éventuellement, on va dire, black box et évidemment algorithme, mais plutôt en parlant quel est le modèle économique de l'outil que j'ai en face de moi, parce que comprendre son business model et savoir où il opère dans la chaîne, sell side, buy side, et où finalement il a des multiples points de contact, eh bien ça, c'est assez stratégique au moment où vous choisissez un outil. Alors, quand on dit finalement c'est la dictature des outils, Luc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu sois très concret avec des cas pratiques pour nous dire dans quelles circonstances tu as pu te retrouver dans une logique où tu te dis finalement c'est l'outil qui décide à ma place. Alors moi je suis un peu comme Geneviève, quand on vend des chaussures, il vaut mieux cibler des gens qui ont des pieds. Et quand on choisit un outil, il faut qu'on se rappelle que c'est pas l'outil qui fait le mur, hein, c'est mon vieux truc du maçon et de la truelle. C'est pas la truelle qui fait le mur, jamais. C'est le maçon. Alors il a besoin d'un outil, mais ça doit rester dans cet ordre-là. La PQR, c'est 56 quotidiens sur le territoire national, 46 sites internet, 10 groupes. Donc en plus de toute la complexité qu'on a révélée ce matin et qu'on continue à empiler, c'est tous les mots que j'ai retenus depuis ce matin et qui me paraissent extrêmement pertinents, nous on a une architecture ou une structure qui est un peu complexe. Ouais. Donc nous au niveau national, 366, on représente l'ensemble de ces groupes-là, l'ensemble de ces sites internet-là, l'ensemble de la monétisation de l'ensemble de ces territoires-là. Un ad serveur, ça a 3 fonctionnalités principales. Ça publie des choses, de la pub display, de la pub vidéo, des tas de choses. Ça s'interconnecte avec d'autres outils en amont et en aval, des outils de facturation, des outils de réservation, des outils de pilotage, bref, plein de choses. Ça s'interconnecte. Et puis, ça décide, ce qu'on appelle l'ad decisioning. Quelle pub, à quel endroit, à quel moment, à quel prix. Alors, c'est vrai que
quand on se dit que c'est plus le maçon qui décide à quel moment, quelle épaisseur de ciment il met et quelle brique il met, c'est-à-dire que c'est plus la régie qui décide à quel prix elle vend sa pub, ça pose un problème. Alors on l'a vu, alors depuis quelque temps on parle de SPO, on parle de cheminement, comme tous les SSP sont interconnectés avec tous les DSP. En fait, parfois la dessinée, on ne sait plus bien où il se fait. Donc il y a une notion de maîtrise. Alors là aussi, j'ai entendu beaucoup de rationalité, ce que disait l'intervenant juste d'avant. Il faut être rationnel, il faut comprendre comment fonctionnent les choses, et il faut chercher à tout prix à maîtriser. Sinon, effectivement, l'algorithme, alors on parle beaucoup d'algorithme, hein, tout le monde a son algorithme, y compris des gens qui n'en faisaient pas l'année d'avant. Tout d'un coup, ils ont des algorithmes hyper puissants, formidables, merveilleux. Je vous le dis, cherchez à comprendre et maîtriser. Donc voilà, on a développé notre propre wrapper qui permet de voir passer tous les flux. On a des outils de monitoring qui nous permettent de voir à quel prix partent les enchères, quelles sont les réponses et quelle est finalement l'enchère qui pour nous paraît la plus pertinente. Et puis on fait des très gros efforts aussi pour commercialement revenir aux fondamentaux de nos métiers et avoir des équipes commerciales qui maîtrisent à peu près, ou en tout cas qui savent à peu près de quoi elles parlent. On essaye au maximum de faire ça. Et puis qui décident et qui appliquent une politique commerciale. Donc on vend. Donc on fait des deals, on fait du programmatique garanti, on pousse au maximum les capacités de ce que les outils nous permettent de faire, ou en tout cas on essaye, et on encourage nos partenaires que sont les agences médias et bien sûr les annonceurs à avoir une politique claire au service d'un objectif clair, si possible de ne pas avoir 3 objectifs par action différents, parce qu'avoir beaucoup d'objectifs, en général, ils ne sont pas tous bien servis. Et surtout, ça complexifie formidablement la mise en œuvre et les instructions données aux intermédiaires. Et en bout de chaîne, c'est-à-dire nous, côté médias, en fait, on ne sait pas ce qu'on attend de nous. Ou on attend des choses trop diverses, avec des activations qui sont peu adaptées parfois aux objectifs initiaux. Et Luc, peut-être une question, quand on parle de dictateur des outils, aussi peut-être côté annonceur, la vraie question qui se pose, c'est des sujets d'auto-préférence qui peuvent éventuellement, tout simplement, si on est concret, faire que lorsqu'on utilise une plateforme d'achat A et une plateforme d'achat B, et que on propose évidemment la même campagne avec le même setup, on a encore peut-être certains annonceurs qui s'étonnent que le résultat peut être extrêmement différent et pourtant l'efficacité équivalente. Aujourd'hui, ces sujets-là sont paradoxalement assez bien compris côté éditeur, peut-être parfois moins côté annonceur. Donc finalement, on prend... Ouais, c'est la politique du all inclusive. Vous inquiétez pas, tout est compris dans le forfait et en fait, ça va bien se passer. Bon, voilà, vous connaissez l'histoire, hein. Quand il y a du all inclusive, quelque part, l'acteur qui propose ce all inclusive, vous inquiétez pas, il est en tout cas très sûr, lui, de la marge qu'il va le faire. Donc voilà, le all inclusive, ça veut juste dire, alors d'autres appellent ça des black box, les troisièmes appellent ça être des deux côtés, juger parti. Bon, non, bien sûr que non. Des outils d'activation sont des outils d'activation. Si en plus ils vont jusqu'au bout, et qu'en plus il y a la mesure derrière, c'est génial, c'est génial. Et j'oublie peut-être la gratuité de l'audience et de la data éventuellement, parfois. Non mais là, non. Trop, c'est trop. Personne dans cette salle n'est naïf à ce point-là. Non, bien sûr que non. Trop, c'est trop. Mais non, enfin, c'est une promesse. Voilà, la promesse, elle est simple. Est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'elle est adaptée à nos enjeux et à nos objectifs ou pas? C'est ça qu'il faut mesurer. Il faut comprendre, rationaliser, c'est ce que j'ai entendu, arrêter de considérer que l'ensemble des technologies sont des empilements. Non, à un moment donné, les empilements ne sont pas des bonnes techniques de gestion, c'est clair. Il faut être capable de faire un R à Z et de se dire, voilà. Donc peut-être une première recommandation, c'est sans doute un cahier des charges
Un cahier des charges, c'est la capacité à challenger des alternatives. C'est parfois aussi accepter d'A/B tester. Peu de gens le font dans des conditions qui sont vraiment des conditions d'A/B test. Et oui, parfois c'est plus compliqué, mais c'est faisable. Si on est concret, on prend typiquement des positions, et on sait que dans les positions business, on en a beaucoup parlé ce matin, sont des positions qui sont à la fois des positions business et juridiques. Et finalement, le cahier des charges, c'est quand même à vous, que vous soyez éditeur ou annonceur, de l'émettre avec vos conditions. Donc, à partir de là, je pense que si je demande dans la salle qui a imposé un contrat à une des grandes sociétés américaines, en général, vous partez de leur contrat. Bon, c'est une réalité. Maintenant, la question, c'est, encore une fois, que vous avez quand même la main au moment des outils pour pouvoir construire, là encore, un cahier des charges solide pour savoir avec qui vous souhaitez qu'une techno A interagisse avec une techno B. On a typiquement ce type d'exercice, mais si on prend, par exemple, là où les outils imposent, je prends un exemple sur l'ad-serving et le consentement. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait prévu il y a 2 ans? Non, et ça nous a donné une formidable opportunité de tester, parce que les fameuses pop-ins de consentement, en fait, évidemment, selon l'UX qu'on proposait, elles ont des résultats qui peuvent être très variables. En France, on mesure toujours des tas de choses, on veut toujours tout mesurer. Même parfois, avant d'avoir fait des actions, on essaye d'imaginer ce que ça va donner. Là, sur ces histoires de recueil de consentement, on a été obligé on a fait de l'A/B test. On a vraiment fait des tests. Et on a testé cette situation, telle autre, on les a comparés ensemble, et puis on s'est mis dans une logique de test permanent. Aujourd'hui, très régulièrement, sur l'ensemble, nous, des éditeurs, on teste telle pop-in, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'on voit l'évolution, on suit ces évolutions. J'ai adoré le tableau présenté juste avant, là, qui est un cadre de rationalisation et qu'il faut suivre dans le temps. L'enjeu, il est toujours pareil, de se donner un peu de temps et de construire dans le temps, de ne pas réinventer la roue en permanence, donc d'historiser, de tester, et puis on écarte les solutions les moins bonnes et on retient celles qui sont les meilleures. Et ce n'est pas acquis pour toujours. Parce que, évidemment, il faut retester en permanence. C'est terriblement évolutif, les comportements évoluent, les technologies évoluent aussi, et le seul moyen d'avoir des réponses, c'est de douter en permanence. Et douter, c'est de construire une réflexion. Dernière question, puisque en fait on a des solutions, on en a évoqué quelques-unes ici. Il y a une chance formidable dans cette ère post-cookie, c'est la first party. C'est vrai des deux côtés. La first party pour un éditeur et concrètement chez toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous redonne l'opportunité de prendre la main. Là à nouveau, ouais, de reprendre un peu la main. Soyons clairs, on se fait piller nos données depuis longtemps. Les cookies, c'est un sujet formidable. L'Internet est une technologie IP qui est une technologie ouverte. Bon, ok. Mais c'est pas parce que c'est sur la devanture, c'est pas parce qu'il y a un étal dans la rue où on vous propose des jolies tomates et des jolies carottes que vous pouvez les prendre. Non. Vous pouvez les regarder, vous pouvez trouver qu'elles sont sympas, vous pouvez discuter avec le vendeur, vous pouvez les acheter bien sûr, mais vous ne pouvez pas les prendre, quoi. Donc nous c'est pareil, la data elle est sur nos sites, mais c'est la nôtre. Ça veut dire quoi? Data de contenu? Parce que c'est quand même un sujet quand on est éditeur, et évidemment abonné. Oui bien sûr, mais la fameuse data de contextualisation, par exemple, nous, on a 5800 journalistes, 25 000 correspondants locaux, 35 000 contenus produits tous les jours sur l'ensemble des sites de la PQR. C'est un investissement énorme. On dépense énormément d'argent pour proposer des contenus. Je ne vais pas vous faire le schéma démocratique. Oui, bien sûr, ça défend des valeurs, bien sûr, et on y croit. Néanmoins, ça génère de l'audience, et cette audience, quelque part, nous appartient, à nous, éditeurs, qui produisons des contenus. Et bien sûr, la catégorisation de ces contenus, nous le mettons en œuvre avec de très bons outils sémantiques, avec nos amis de Weborama. Mais bien sûr que oui, que ça nous appartient, qu'on la met à disposition, que ça vient enrichir des discours. Mais alors, à nous de ressaisir ces opportunités.
on a trop subi. Il faut qu'on reprenne un peu la main et que la truelle reste à son rôle, c'est-à-dire un rôle d'outil, et que la tech soit au service des éditeurs et des annonceurs dans une relation saine et Je vais conclure éclairée. pour faire plaisir à Geneviève quand même, mais vous l'aurez compris, c'est à vous de maîtriser le cahier des charges, d'imposer cette fameuse interopérabilité et cette capacité à ce que, typiquement sur des solutions contextuelles, Smart, Weborama, ça c'est à vous de créer l'architecture. Et il faut pour ça des adtech qui comprennent les positionnements et juridiques et business des clients pour travailler dans un cadre qui est le bon et le plus fructueux pour chacun. Donc ce sera la moralité de l'histoire. de l'histoire. Et est-ce que vous avez... On peut les applaudir. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en ai une quand même, Luc. C'est que les éditeurs, ils se sont quand même mis pieds et poings liés avec un certain Google. All inclusive. Ils ont cru que le all inclusive, ils ont cru que... Enfin, on croit, évidemment, puis on a aussi des contraintes économiques. Quand on t'offre quasiment des services très aboutis, très avancés, à pas cher, on oublie parfois un peu le moyen terme. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a un retour en arrière ? Il y a une évolution très forte, bien sûr. Bien sûr. Et peut-être que je puisse juste dire un point. C'est vrai que dans le social, on a l'habitude, c'est vous le produit, tout le monde l'a compris. Mais paradoxalement, en B2B, la gratuité, j'ai appris aussi à savoir que c'était plutôt vos marques le produit et que là, c'est un peu inquiétant. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Mikim Chikli, qui est présidente EMEA de Weborama.